Les hivers sont rigoureux dans les Rocky Mountains. Une épreuve pour beaucoup d'animaux. Une espèce, cependant, s'y porte à merveille. 150 kilos de muscles et de puissance, dont 15 kilos de cornes, solides comme du roc. Le mouflon canadien n'a pas volé son nom anglais. Big Horn, grande corne. Le duel peut commencer. Le vainqueur aura l'honneur de... Mais ce n'est pas le sujet de ce film. Ici, nous allons parler d'amour et de famille sous toutes ses formes. Ces deux mâles sont peut-être des combattants, mais ils sont aussi amants. Qui peut oser prétendre tout savoir de la nature et de ses fonctionnements? Notre planète abrite plus de 11 millions d'espèces animales. Chacune vit à sa manière. Il y a les reines de la savane et les primates pansexuels, des poissons clowns qui changent de sexe ou des hermaphrodites qui montent aux arbres. Dans le monde animal, toutes les options sont ouvertes. Embarquons pour un voyage sur la planète queer, car dans la nature, les relations entre les êtres sont beaucoup plus diverses qu'on a longtemps voulu l'admettre. Et ces gens sont bien placés pour le savoir. Je m'appelle Christine Wilkinson. Ross Brooks, Antonia Forster. Bradley Trevor Grieve. Je suis mycologue, biologiste marin. J'enseigne l'histoire naturelle. directrice du musée du vagin. Toutes et tous explorent la part queer du monde animal, à la rencontre d'espèces qui se jouent des normes sexuelles telles que les imaginent les humains. Les genres sont fluides et certains animaux changent même de sexe. La nature est foncièrement queer. J'aime la notion de queer parce qu'elle permet de sortir des cases. Elle aide à décrire la richesse des comportements. Il y a de l'amour, de la diversité et des relations d'une complexité inouïe. Mère Nature a manifestement l'esprit très ouvert. Si vous avez des préjugés, si vous êtes prude, soyez prévenus. Nous vivons sur une planète queer. Un lieu s'impose pour commencer ce voyage. New York. Extravagante, bariolée, ouverte et aussi pleine d'amour. Ici, tous les rêves, tous les désirs peuvent devenir réalité. Pourtant, le couple queer le plus en vogue du moment vit dans une ville beaucoup plus modeste, à 400 km au nord de la métropole de tous les possibles. Il est formé par Elmer et Lima. Et, petit détail, ce ne sont pas des humains, mais des manchots. Leur demeure n'est pas forcément très glamour, comme peut en témoigner leur gouvernante. Un manchot défecte toutes les 5 à 7 minutes. Faire le ménage ici, c'est la sécurité de l'emploi assurée. Debbie s'occupe depuis 14 ans de l'enclos des manchots au Rosamond Gifford Zoo. Pourtant, même elle est étonnée par la vie de ces deux pensionnaires. Elmer et Lima sont de vrais farceurs. Ils adorent fouiller les tas de pierres, en ramasser et les déposer ailleurs. Ils sont faciles à vivre, curieux et enjoués. Et ils sont aussi franchement gais.
Ils ont noué une relation il y a 2 ans et depuis leurs liens se sont petit à petit resserrés. Ils se sont installés sur un territoire et ils y ont construit leur nid. La particularité d'Elmer et Lima, c'est qu'il s'agit de 2 mâles qui ont élevé un petit ensemble. Les manchots sont strictement monogames. Elmer et Lima ont adopté un petit et forment manifestement un couple homosexuel. Certains voudraient expliquer ce comportement inhabituel par la vie en captivité. Vraiment ? Les gens qui ne connaissent rien à la nature prétendent que les couples gays se forment parce qu'il n'y a pas suffisamment d'individus du sexe opposé. C'est faux. Ils choisissent leur partenaire librement. Les comportements queer sont assez communs dans les zoos. Ils ont été observés partout et concernent les mâles autant que les femelles. On a démontré que près de 5% des couples étaient du même sexe. Et 10 à 12% des copulations se déroulent entre partenaires du même sexe. Mais ces comportements ne sont pas propres aux zoos. Ils y sont juste plus visibles. Les 2 manchots vivraient leur sexualité de la même manière à l'état sauvage. Sauf que cette réalité est méconnue. C'est effarant de voir à quel point le grand public ignore tout de ces phénomènes. Les comportements queer sont observés depuis longtemps dans la nature. Comment expliquer cette ignorance ? Ça dérange certains d'entendre que le mouflon canadien est gay ou que des manchots mâles élèvent des petits ensemble. C'est dur pour les scientifiques qui sont parfois moqués, ostracisés et dont les travaux sont invisibilisés. Mais la réalité queer est bien là. Il suffit d'ouvrir les yeux. Tous les constats que nous faisons reposent sur des études de terrain menées par des scientifiques. Mais il n'est pas toujours évident de repérer ce que l'on cherche en pleine nature. Ce manchot royal mâle en sait quelque chose. Après une semaine de pêche en haute mer contre vents et marées, il est de retour sur la côte antarctique. L'océan austral, qui entoure l'Antarctique, est certainement un des endroits les plus hostiles au monde. Et l'intimité y est une notion très relative. Le manchot royal est beaucoup en mer, mais il passe encore plus de temps dans d'immenses colonies. Les pattes dans ses excréments. Ce qui est présentement le dernier des soucis de cet individu en quête de sa moitié. Pour compliquer la chose, mâles et femelles sont très difficiles à distinguer. Imaginez que vous êtes entouré de milliers de personnes qui ressemblent toutes à votre partenaire et qui crient toutes en même temps. C'est un sacré défi. Résultat, les manchots ont tendance à s'égarer. Des disputes éclatent. Heureusement, la nature les a préparés à surmonter ce défi. Pour retrouver leur partenaire, les manchots s'accordent, littéralement. Au début de la saison des amours, les manchots royaux consacrent beaucoup de temps à créer des liens affectifs. Ils font des petites danses et apprennent à bien connaître la voix de l'autre. Comme ça, quand ils reviennent de la chasse, ils se retrouvent au milieu de la foule et ils sont capables de repérer la voix de leur partenaire. Même si son partenaire est légèrement désaccordé, notre manchot finit par le retrouver. Une petite danse célèbre ces retrouvailles.
Une danse de couple, mais entre deux messieurs. Une étude de 2010 a établi qu'au début de la saison des amours, 28% des couples de manchots royaux sauvages étaient constitués d'individus du même sexe. Les couples homosexuels sont essentiels à la survie de la colonie. Parce que la couvaison est une entreprise très aléatoire dans cet environnement hostile. L'œuf peut geler ou se casser. Certains œufs se retrouvent orphelins. C'est là que ces couples les prennent sous leur aile et les font éclore. Et le poussin ira grandir les rangs de la colonie. Le comportement queer du manchot royal a beau être répandu, il est longtemps resté sous les radars. Les manchots royaux vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Ils sont en permanence exposés au vent et aux températures glaciales. Donc, c'est compliqué de les observer sur le terrain. Mais les conditions météorologiques n'expliquent pas à elles seules cette lacune. À des milliers de kilomètres de là, le continent africain et sa faune réservent aussi quelques surprises. Si vous faites un safari en Afrique, vous risquez de voir des choses inattendues. Les relations entre individus du même sexe sont monnaie courante dans la savane africaine. À l'image de ces deux lions. Le lion, roi de la jungle, est un cliché tenace. Sauf que l'image du mâle fier et dominateur qui règne sur un harem de femelles ne reflète qu'une infime partie de la réalité. Une coalition de mâles contrôle un groupe de femelles pendant 2 ans, 2 ans et demi tout au plus. C'est souvent la seule occasion qu'ils ont dans leur existence pour procréer. Ils développent des liens très forts au sein de ces petits groupes de 2 ou 3 individus, qu'on appelle donc des coalitions. Cet environnement constitue l'essentiel de leur existence. Ce sont des relations longues et souvent très intimes. Quand j'étais sur le terrain au Kenya, je voyais tous les matins une coalition de lions se faire des câlins devant ma fenêtre. Et aux dernières nouvelles, ils sont toujours ensemble. Ils se poussent du museau, ils se câlinent et parfois, ils se montent mutuellement. On ne voit jamais ça dans les documentaires animaliers. Pour une raison aussi simple que triste. Dans beaucoup de pays, l'homosexualité est illégale. Ça rend difficile l'étude de ce phénomène chez les animaux. Et cela donne une image erronée de leur comportement, alors que cette solidarité est vitale pour les lions. La savane est en effet un environnement dangereux pour un mâle solitaire. La hyène tachetée est une menace pour beaucoup d'animaux, y compris pour le lion. Ce jeune mâle isolé, par exemple, est en mauvaise posture. Les hyènes s'attaquent aux parties génitales. Elles essaient de mordre les testicules. Une meute de hyènes ne représente pas, en revanche, de réel danger pour une coalition de mâles. Un mâle est beaucoup plus fort dès qu'il est en groupe. Les lions coopèrent et se défendent mutuellement. Ensemble, les félins pourront survivre, grandir et cultiver leurs liens, tels des rois qu'ils sont effectivement.
Bien sûr, l'homosexualité ne se limite pas aux animaux mâles. C'est ce que montre une visite au Japon, où un groupe de macaques profite des bienfaits d'une source d'eau chaude. En hiver, les macaques fréquentent beaucoup les sources d'eau chaude. Il peut faire très froid au Japon. Et c'est aussi l'occasion de nouer des liens, de passer du temps avec les autres membres du groupe. L'intégration au groupe ne va pas de soi. Cette jeune femelle va devoir faire un peu de réseautage. Les macaques japonais ont une organisation très matriarcale. Et leur hiérarchie repose sur les liens qu'ils créent. Mais la question de la domination est secondaire. Il s'agit pour les femelles d'instaurer une réelle intimité et des relations stables. Les femelles sont extrêmement lesbiennes. Elles ont constamment des rapports entre elles. Quand elles ont le choix entre un mâle et une femelle, elles choisissent souvent la femelle. Il est prouvé que les femelles macaques ont des orgasmes. Quand on mesure les contractions utérines, le flux sanguin ou le rythme cardiaque, les résultats correspondent aux réactions physiques d'une femme pendant l'orgasme. Il est possible qu'elle cherche simplement à satisfaire un plaisir sexuel. Quoi de mieux que de commencer la journée avec sa nouvelle amante dans un spa bien chaud? Les macaques, les lions et les manchots ont des comportements gays ou lesbiens bien avérés. Et ils ne sont pas les seuls. On connaît plus de 1500 espèces qui possèdent des comportements homosexuels, pansexuels ou bisexuels. La sexualité queer infuse tellement la vie sur Terre qu'il est évident que ce n'est pas une anomalie de la nature. Je pense que les humains sont d'accord pour dire que le sexe ne sert pas seulement à la reproduction, mais aussi au plaisir et à fabriquer du lien. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour dans la jungle africaine. Les jungles, les récifs et d'autres environnements naturels sont extrêmement bruyants parce que chaque animal est à la recherche d'un ou d'une partenaire. Tous ces cris servent à annoncer que leur émetteur ou leur émettrice est disponible pour passer à l'action. C'est la version sonore d'une appli de rencontre. Il existe beaucoup d'animaux gays et lesbiens, c'est un fait. Il est temps de rendre visite maintenant à un groupe de primates pansexuels, pour lesquels le sexe du partenaire est donc secondaire. Contrairement aux humains, ces singes ont recours au sexe pour régler tous leurs problèmes. Chaque bonobo a des rapports sexuels avec des mâles et des femelles de tous âges, et parfois avec plusieurs partenaires en même temps. C'est un véritable arc-en-ciel de diversité en matière de choix de partenaires et de combinaisons. Mais il ne s'agit pas uniquement de gaudrioles. Ce groupe de bonobos compte plus d'une centaine de membres. Il faut trouver de la nourriture pour tout le monde, ce qui exige une bonne entente au sein du collectif. Ils règlent pratiquement tous leurs problèmes par le sexe. Les humains couchent ensemble pour se rabibocher. Les bonobos aussi. Mais ensuite, ils remettent ça pour fêter le repas. Ils recommencent après avoir mangé. Et ils terminent par un petit coup rapide pour la route. C'est comme si nous, on couchait ensemble pour dire merci, pour s'excuser, pour piquer dans l'assiette de l'autre. Il y a une grande promiscuité et les rapports sont très libres. L'orgie est terminée, la nourriture distribuée, repos.
Les animaux qui ont une activité sexuelle intense sont moins belliqueux. Je ne sais pas si on peut en tirer des leçons, mais on ferait peut-être bien de prendre notre pied plus souvent. Tous les animaux n'ont pas une activité sexuelle aussi frénétique que les bonobos, mais beaucoup semblent avoir des besoins qu'ils cherchent à assouvir, en se passant parfois de partenaires. La plupart des animaux ont une durée de vie assez courte, ce qui veut dire que le temps pour le plaisir charnel et la reproduction est très réduit. Les dauphins s'adonnent à peu près à toutes les pratiques sexuelles que les humains peuvent imaginer, et en inventent d'autres en plus. Les mâles ont des rapports entre eux, les femelles ont des rapports entre elles. Ils et elles se masturbent avec des objets et même des poissons morts. Les humains se masturbent, les animaux se masturbent, et ils adorent ça. Certains vont même jusqu'à fabriquer des sextoys. Certains singes et certains furets utilisent des galets parfaitement lisses comme vibromasseurs. L'abondance et la diversité de sexualité queer dans la nature sont manifestes. Alors pourquoi certaines personnes s'accrochent-elles à la notion de comportement contre nature ? Les écrits d'un vieux mâle blanc britannique du 19e siècle y sont en partie pour quelque chose. Charles Darwin est le biologiste le plus célèbre de l'histoire. Son nom est connu dans le monde entier et son héritage perdure jusqu'à nos jours. Mais cet héritage est également problématique. Oh God, Darwin a beaucoup fait pour la science, mais il portait aussi des œillères. Darwin était un esprit révolutionnaire, mais il était aussi de son époque. On ne parlait pas d'homosexualité. Effectivement, Darwin en parle à peine. Certaines personnes sont aujourd'hui obligées de dissimuler leurs préférences sexuelles. Et je pense qu'on peut tout à fait dire que Darwin, lui aussi, dissimulait des choses dans ses écrits. Sa production scientifique est imprégnée des stéréotypes de genre de son époque, comme les oiseaux femelles sont maniaques, les insectes mâles sont agressifs. Et lorsque Darwin mentionne des comportements queer, le résultat est peu convaincant. Voici un passage très péjoratif sur les comportements queer. Dans La descendance de l'homme, il écrit « Chez les sauvages, la plus grande intempérance n'est pas un sujet de honte. Une licence extrême et des crimes contre nature se rencontrent à une fréquence inquiétante. » À partir du moment où l'un des scientifiques les plus célèbres de la planète assimile la sexualité queer à une licence extrême et des crimes contre nature, c'est compliqué de lutter contre. Notre société reste fortement marquée par la pudibonderie de l'ère victorienne. Mais on ne peut ignorer éternellement les vérités de la nature. La réalité biologique fait voler en éclats le mythe hétéronormatif du 19e siècle. La vie est bien plus merveilleusement complexe qu'on a voulu le faire croire. Darwin a assigné au monde animal les rôles de genre de la société humaine de son époque. Mais il suffit d'observer de près la nature pour se rendre compte que ce parallèle n'a pas de sens. À des milliers de kilomètres des stéréotypes darwiniens, de petits êtres marins chamboulent les rôles de genre et redéfinissent la masculinité. Ils vivent dans les marais à mangroves, entre les racines foisonnantes des arbres. Les hippocampes sont des poissons vraiment étranges. Leur nageoire caudale a disparu et a été remplacée par une sorte de queue de singe préhensile. Pour rester sur place, ils doivent s'agripper à un support fixe. Ces animaux marins sont de piètres nageurs.
Un inconvénient de taille quand on vit entouré de prédateurs. Les courants leur posent beaucoup de problèmes. Les hippocampes sont des spécialistes du camouflage. C'est nécessaire pour échapper aux prédateurs. Mais ça complique la tâche quand il faut trouver et attirer des partenaires. Dès qu'ils rencontrent un autre hippocampe, ils ont une petite tendance à le coller. Les hippocampes forment des couples pour la vie. Et comme dans tous les couples, il faut soigner la relation. Chaque matin, ils se retrouvent et font une danse qui renforce leur lien. Ils lâchent le support auquel ils étaient attachés, se mettent à nager et entrelacent leur queue. Ils consacrent beaucoup de temps à simplement être proches l'un de l'autre. C'est très important pour ces animaux assez rares et mauvais nageurs. C'est lors de cette drôle de danse que se dévoile la part très queer de ces petits êtres. En matière de gestation, les hippocampes nagent clairement à contre-courant. Au moment de l'accouplement, la femelle utilise une sorte de pénis, un ovipositeur, pour déposer ses œufs dans la poche ventrale du mâle. Elle lui transmet jusqu'à 1000 œufs et c'est lui qui va les porter jusqu'à l'éclosion. Les humains pensent toujours que c'est le mâle qui féconde la femelle et que la femelle donne naissance au bébé. Les hippocampes sont vraiment à part parmi les poissons, puisque c'est le mâle qui porte les bébés. En matière de renversement des rôles traditionnels, les hippocampes ne sont pas loin de remporter la palme. Mais l'hippocampe n'est pas le seul animal à semer ainsi le trouble dans la répartition des rôles entre genres. Un retour dans la savane africaine s'impose. Nous avons déjà fait connaissance avec la hyène tachetée. Malgré son rire sympathique, elle a mauvaise réputation. Les hyènes sont considérées comme des êtres sales, laids, repoussants, des charognards qui se nourrissent des déchets. En fait, c'est très loin de la réalité. Ce clan de hyènes vient de faire main basse sur un cadavre tout frais. Mais le festin obéit à des règles strictes. L'animal alpha est le premier à se servir. Dans l'imaginaire occidental, c'est toujours le mâle qui est le plus grand et le plus fort. C'est lui qui mène la danse. Les hyènes tachetées tordent le cou à ce mythe. Ce sont les femelles qui sont aux manettes. Elles sont plus grandes et plus agressives que les mâles, et elles possèdent aussi un pénis. Il est très difficile de distinguer les mâles des femelles par leur partie génitale. Il faut vraiment être spécialiste. En fait, les hyènes tachetées ont un clitoris absolument immense. Tellement long qu'il ressemble à s'y méprendre à un pénis. Les hyènes tachetées sont connues pour leur clitoris, qu'on appelle pseudophallus. Parce qu'elles sont plus grandes et agressives que les mâles et qu'elles possèdent un pseudophallus,
on a tendance à oublier que les femelles alpha sont aussi des mères attentionnées. Elles éduquent leurs jeunes femelles dès leur plus jeune âge, pour que ces dernières prennent un jour les rênes du clan. Les hyènes tachetées sont les véritables reines de la savane. Et d'une certaine manière, elles en sont aussi les rois. Ces animaux si méprisés ajoutent une jolie nuance à la palette arc-en-ciel de la nature. Et leur organisation montre qu'en matière de famille, il n'existe pas vraiment de normalité. L'étude de la nature me fascine, parce qu'elle nous aide à voir tout ce qui est possible, surtout quand on transpose les résultats au monde humain. La nature est inclusive et profondément tolérante, par nécessité. Parce que chaque comportement, chaque espèce contribue d'une manière ou d'une autre à la vie sur Terre. Nous avons besoin de tout et de tout le monde. Retour en mer dans un lieu particulièrement haut en couleur. La Grande Barrière de Corail. Si vous avez la chance de plonger dans le monde merveilleux d'un récif corallien, vous serez frappé par la cacophonie ambiante. Ce sont les animaux marins, et en particulier les poissons, qui font un boucan du tonnerre pendant leurs ébats sexuels. J'adore ça. Et la partenaire de la veille a pu changer de sexe pendant la nuit. La majorité des organismes des récifs coralliens sont hermaphrodites. Certains changent de sexe, d'autres en possèdent plusieurs. Plus de 500 espèces de poissons changent de sexe au moins une fois dans leur vie. L'un de ces poissons trans est même très connu. J'ai eu un petit rôle dans Le Monde de Nemo. C'est un super film, mais il contient quelques erreurs factuelles. Pour commencer, la vie de famille du poisson clown est loin d'être sans vagues. Leur structure familiale n'obéit pas au schéma traditionnel. Il y a une femelle, un mâle et plein de jeunes mâles qui s'occupent tous ensemble des petits. Les poissons clowns mâles se chargent de l'essentiel des tâches ménagères, tandis que la femelle part au combat. Ils vivent dans une espèce d'anémone aux tentacules urticants, ce qui les protège des prédateurs. Mais c'est une relation mutuelle, parce que le poisson clown défend aussi l'anémone. Ils peuvent attaquer de manière assez vicieuse. J'ai un ami qui a une cicatrice laissée par un poisson clown. Mais lorsque la femelle quitte la protection du logis, la famille peut se retrouver sans matriarche. Ce qui est problématique puisqu'une femelle reste fidèle toute sa vie à son anémone. Il est donc compliqué de remplacer une femelle qui s'est fait manger. Normalement, lorsque Corail, la maman de Nemo, est tuée, son père aurait dû devenir sa nouvelle maman. Car les poissons clowns mâles peuvent changer de sexe et devenir des femelles dotées d'ovaires. Son père serait donc devenu la femelle dominante, et Nemo serait devenu un prétendant de sa nouvelle maman. C'est très bizarre. C'est l'histoire classique d'un garçon qui rencontre une fille. Jusqu'ici, tout va bien. Puis la fille meurt, et le garçon devient une femelle. Ensuite, leur petit garçon, qui s'est fait discret jusque-là, grandit et va avoir des rapports sexuels avec celle qui était autrefois son père. C'est un cycle perpétuel. Les mâles se transforment en femelles, puis se font manger. Ça fait des réunions de famille un peu surprenantes, mais c'est comme ça que ça se passe. Dans la nature, sexe et rôle de genre présentent une flexibilité étonnante. Le poisson clown n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Tapi entre les herbes marines vit un être qui jongle allègrement avec son expression de genre. Mon exemple préféré d'animal queer, c'est la sèche.
Les seiches ont une capacité remarquable à changer de couleur. Elles peuvent même modifier la texture de leur peau. C'est comme si elles avaient sur la peau un écran haute définition qui sert aussi bien pour le camouflage que pour la parade nuptiale. Ce petit mâle, par exemple, utilise les deux fonctions simultanément. Il veut faire la cour à une femelle, mais il n'est pas le seul. D'autres prétendants sont dans les parages. Et ils sont beaucoup plus gros et voyants que lui. Les mâles adultes présentent des couleurs éclatantes, souvent rouges et blanches, pour montrer qu'ils sont forts et en bonne santé. Ce petit individu ne pourra jamais rivaliser directement avec les autres mâles. Donc, il s'adapte. On appelle ces petits mâles des mâles satellites. Et ils forment d'une certaine manière un troisième genre. Ce sont de véritables maîtres de l'illusion. Ils font semblant d'être des femelles pour ne pas se faire bastonner par les gros musclés. Les mâles satellites affichent sur un côté des couleurs de femelles et font même semblant de porter un sac d'œufs. Ils se faufilent entre les autres mâles et dévoilent leur couleur masculine quand ils sont près de la femelle. C'est un merveilleux exemple d'adaptation grâce à un comportement queer. La stratégie est redoutablement efficace, parfois même un peu trop. Leur déguisement est tellement trompeur que d'autres mâles essaient régulièrement de s'accoupler avec eux. Ils sont tellement bien déguisés qu'ils n'arrivent même pas à se distinguer entre eux. 40% des rapports homosexuels se déroulent entre mâles satellites. Les seiches ne sont pas les seuls animaux à contredire notre vision très étroite des rôles liés au sexe et au genre. De l'océan à la sécheresse extrême. Dans le désert de l'Arizona, une espèce de lézard se livre à une version particulièrement originale du jeu des genres. Je suis toujours à la recherche des petits détails qui passent inaperçus, comme le lézard qui s'enfuit quand on s'approche ou qui se cache sous une branche. Cette femelle est en quête d'un partenaire. Une entreprise particulièrement délicate dans le monde des lézards à flancs maculés. Ces lézards, par ailleurs assez quelconques, ont une des stratégies d'accouplement les plus complexes de la planète. Les lézards à flancs maculés possèdent 5 genres. 3 pour les mâles et 2 pour les femelles. Chacune de ces expressions de genre a des incidences sur leur capacité à s'accoupler avec le sexe opposé. À chacun de ces 5 comportements correspond une apparence physique particulière. Les mâles n'ont pas tous les mêmes couleurs ni les mêmes pénis. Les disparités physiques, la taille y compris, sont définies par leurs gènes. Et chaque genre comporte, selon le contexte, des avantages et des inconvénients. Entre les 3 types de mâles, la lutte pour les faveurs d'une femelle fonctionne comme une partie de pierre, feuille, ciseaux. Voici les règles du jeu. Le mâle à gorge orange, c'est le macho. Son but dans la vie, c'est de s'accoupler avec le plus de femelles possible. Le mâle à gorge bleue, c'est le type sensible qui ne veut qu'une seule partenaire. Et le jaune, lui, mène une existence sans attache. Il ne s'engage pas dans une relation. Orange bas bleu, bleu bas jaune, mais jaune bas orange. Les 2 types de femelles possèdent également des couleurs distinctes et pondent des œufs de tailles différentes. Les mâles bleus occupent généralement un territoire assez réduit avec une seule femelle. Ce mâle orange a une autre vision de l'existence.
Ils défendent agressivement leur territoire. Gare aux rivaux qui s'y aventurent. Mais la partie n'est pas terminée. Voici l'entrée en scène de Monsieur Jaune. Le jaune, c'est le mâle satellite. Il s'introduit discrètement dans le territoire du mâle orange et va essayer de s'accoupler avec une des femelles. Les différentes stratégies sont en compétition perpétuelle. Selon les années, l'une d'entre elles peut s'avérer plus efficace que les autres. Chacun de ces types domine à tour de rôle. C'est fluctuant. C'est un cycle perpétuel qui fonctionne comme ça depuis des millénaires. Un bel exemple de remise en question de nos conceptions humaines. Mais la nature a des exemples encore plus complexes en réserve. Cela se passe en forêt. Certains êtres sont dotés de 2 sexes différents, comme la limace léopard. Les mollusques sont des animaux sous-estimés. Par exemple, tous les escargots terrestres sont hermaphrodites, c'est-à-dire intersexués. Souvent, leur sexe est déterminé au moment de l'accouplement, soit par l'arrachage des parties génitales, soit par un dard enrobé d'un produit chimique. Vous trouvez que vous donnez beaucoup à votre partenaire? Au moins, vous gardez vos parties génitales. On serait tenté de dire que les pratiques sexuelles de ces limaces sont un authentique miracle de la nature. Vous trouvez la sexualité humaine bizarre? Allez voir chez la limace léopard. Les limaces léopards atteignent leur maturité sexuelle en 2 temps. Elles développent d'abord leurs organes sexuels masculins. Les organes sexuels féminins se développent ensuite et elles deviennent alors à la fois mâles et femelles. Puis, au cours d'une douce soirée d'été, elles se mettent à la recherche d'un partenaire qu'elles vont tenter de séduire en lui mordant l'arrière-train. Elles testent l'autre pour voir s'il est prêt et capable d'aller plus loin. Si la morsure dans les fesses a été jugée digne d'intérêt, les limaces vont continuer à se mordiller, puis monter à l'arbre le plus proche. C'est là que les choses dérapent sérieusement. Elles se tortillent, leurs têtes se touchent et elles s'enroulent l'une autour de l'autre. Et tout à coup, elles descendent en rappel le long d'un étrange fil de mucus. Elles forment une espèce de corde raide de mucus très longue et ballante. C'est le trapèze du sexe. Et puis, elles s'entrelacent. C'est alors que les pénis émergent de leur tête. On dirait des licornes avec un pénis sur le front. C'est comme si un pénis translucide de 4-5 mètres de long émergeait de notre crâne. Ensuite, les 2 pénis s'entrelacent pendant une vingtaine de minutes et se déploient pour former ce qu'on a appelé une sphère de l'amour. Les limaces s'inséminent mutuellement. Puis l'une d'elles se décroche du mucus et tombe au sol, tandis que l'autre descend par l'arbre. Leurs chemins se séparent et chacune eut beaucoup d'enfants. Elles peuvent se féconder mutuellement, mais elles n'ont pas forcément besoin de l'autre. C'est un bon exemple d'organisme qui possède les 2 sexes simultanément. Si une limace léopard n'arrive pas à trouver de partenaire, elle peut, puisqu'elle est à la fois mâle et femelle, se reproduire toute seule. Conclusion. Dans la nature, les sexes changent et se combinent allègrement. Nous avons tout vu désormais. Ou bien ? Ce que nous a appris ce voyage autour du monde, c'est bien que les choses ne sont jamais tout à fait aussi simples qu'elles en ont l'air, dans les Rocky Mountains comme ailleurs.
Le cœur rugueux de l'Amérique du Nord, là où notre histoire a commencé, nous réserve encore quelques surprises. Pour terminer ce voyage au bout du cuir, il est temps d'observer de plus près ces animaux emblématiques. Le mouflon canadien, c'est le symbole ultime de la masculinité. 150 kilos de puissance, en face desquels on ne discute pas. C'est un animal très impressionnant. Chaque automne, lorsque les femelles sont en chaleur, les mâles s'affrontent durant quelques jours pour le droit à l'accouplement. Ils possèdent une double couche osseuse dans le crâne, ce qui leur permet de se percuter à 65 km/h. N'importe quel humain s'en sortirait avec un profond traumatisme crânien. Mais eux, ça ne leur fait strictement rien. Mais contrairement aux apparences et à leur réputation, ces animaux sont parmi les plus queer de la planète. Les gens seraient surpris s'ils s'intéressaient d'un peu plus près au comportement des mouflons canadiens. Les clichés masquent la diversité. La majeure partie de l'année, ces mâles, très mâles, ne voient pas l'ombre d'une femelle. Ils vivent en groupe de célibataires non mixtes et ils peuvent être très sociables entre eux. Pratiquement tous les mouflons canadiens mâles se font la cour et copulent entre eux. Ils se frottent et se lèchent les parties génitales et se donnent des coups de pied dans les testicules pour attirer l'attention. Difficile de résister à cet appel du pied. Une étude de 2004 a montré que 8% des mâles s'intéressaient exclusivement à d'autres mâles. Et 70% des interactions entre mâles comportent une forme de séduction. Ces activités procurent un plaisir physique, mais elles servent aussi à apaiser des tensions qui pourraient très mal finir vu leur puissance. En somme, c'est une équipe de rugby gay. Ce n'est pas le seul secret du mouflon canadien. Il y a 3 genres chez les mouflons canadiens. Les femelles vivent à part et ne se laissent monter que 3 jours par an. Il y a les mâles classiques qui ont des rapports sexuels entre eux tout au long de l'année. Et puis il y a des individus biologiquement masculins qui vivent avec les femelles et qui sont moins agressifs. Ils urinent comme les femelles et se laissent monter 3 jours par an par les autres mâles. Dans leur comportement, ils sont féminins, sauf que leur physiologie est à 110% masculine. C'est un animal vraiment à part et étonnamment progressiste pour un symbole de virilité. Des animaux qui nous rappellent que nous devons systématiquement interroger ce que nous pensons savoir et ne jamais juger trop vite. Cela vaut aussi pour un autre animal en particulier. L'être humain. Le monde humain possède une diversité supérieure à toute autre espèce de la planète. C'est l'ingrédient principal de notre évolution. Ce n'est pas l'homme qui a inventé le queer, c'est l'évolution. La sexualité humaine est diverse. Elle couvre un spectre très large. Et c'est ça qui est beau. Il existe tellement de sexualités différentes, tellement de manières d'être, et toutes se valent. Mais le sujet ne fait pas l'unanimité. L'humanité queer a toujours existé. Ce qui n'existait pas, c'est l'acceptation et la tolérance. Je suis une femme queer qui aime défier les normes de genre. Pendant longtemps, les humains ont considéré que ceux et celles qui étaient queer, trans ou autres étaient des êtres contre nature. Faire son coming out dans le milieu universitaire ne va pas sans risque. Je ne suis toujours pas complètement à l'aise quand il s'agit d'assumer ma sexualité.
je me sentais seul, parce que je ne voyais pas beaucoup de gens comme moi dans le milieu universitaire. Quand j'ai fait mon coming out, on m'a dit que ce n'était pas naturel, que ça n'existait pas chez les animaux. Ce qui est absurde, puisque c'est le cas. Du point de vue biologique, il n'y a aucun inconvénient à être gay. C'est un point de vue strictement culturel. Et heureusement, ça, nous pouvons le changer. Et pour cela, il faut montrer le monde tel qu'il est réellement. La nature n'est pas un concept abstrait. Elle est dans chacun et chacune de nous. Plus nous diffuserons nos résultats, plus nous montrerons qu'être queer, c'est naturel. C'est passionnant de voir les changements considérables qu'a apporté la nouvelle génération queer. C'est beaucoup plus cohérent avec la réalité de la nature. Quand on observe les écosystèmes les plus florissants, on y trouve un large éventail de comportements coopératifs. Les communautés prospèrent quand elles travaillent ensemble. Et aujourd'hui, il me paraît essentiel de prendre en considération les rôles de chacune et de chacun, et d'être reconnaissant pour leur contribution, peu importe leur mode de vie. Et surtout par pitié, peu importe leur sexualité. Aucun autre endroit connu de notre univers n'abrite une telle diversité. Tout le monde devrait pouvoir s'y sentir chez soi.